En 1985 apparaît en littérature une famille de personnages hauts en couleur, la tribu romanesque des Malocènes. Suivront des bandes dessinées, d'autres romans, des essais et notamment Comme un roman dans lequel l'auteur nous livrait les 10 commandements du bon lecteur. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, de lire n'importe quoi, le droit au bouvarisme, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à haute voix, et puis le droit de nous taire. Il y a également eu Chagrin d'école qui a reçu il y a 2 ans le prix Renaudot dans lequel on découvrait que ce grand écrivain et professeur avait été un cancre. Christian Bobin dit de lui, la grande vertu de ses livres, c'est lui-même. Alors justement, nous allons apprendre à découvrir l'auteur bien entendu, mais aussi l'homme qui fonde cet auteur. Daniel Pénac, bonjour. Bonjour. La grande vertu de vos livres, c'est vous-même. C'est tout ce que vous y mettez. Dixit Christian. Dixit Christian Bobin, qu'on a eu la joie de recevoir dans cette émission et que vous connaissez bien. Et même, il va plus loin en disant c'est toute la gaieté, et je crois que c'est ce qui plaît notamment dans vos romans, vos essais, vos bandes dessinées, vos livres pour enfants, c'est toute cette gaieté qui passe, c'est soleil, comme dit Bobin. Oui, c'est l'effet voulu en tout cas. C'est l'effet Pénac. L'effet Pénac, c'est du sourire. C'est l'effet littéraire voulu. C'est une... oui, c'est une métamorphose lente par le biais de l'écriture d'une forme de mélancolie que je trimballe très au fond de moi et qui, depuis d'ailleurs ma petite enfance d'ailleurs, a trouvé le moyen permanent de se transformer en une forme de gaieté, une farce. C'est quoi, de la mélancolie ou de la nostalgie alors? Ah non, de la mélancolie. Nostalgie de rien du tout, non, une espèce de mélancolie, presque au sens 19e siècle du terme. Quelque chose d'assez romantique? Pas du tout, la Non. mélancolie au sens du 19e, c'est une sorte de dépression latente, de tristesse de fond, comme ça, contre laquelle on lutte. Sans héroïsme d'ailleurs, hein, n'allez pas vous raconter des histoires. Je ne suis pas le héros de ma propre plume, mais c'est un moyen que j'ai trouvé très tôt pour me bagarrer contre cette certaine difficulté d'être, un certain sens de la douleur, une certaine connaissance de la douleur. Quelqu'un a dit, vous allez reconnaître cet auteur je pense, tous les enfants sont fils et filles de Guillaume Tell, ils ont tous une pomme en équilibre sur la tête. Rassurez-moi, vous reconnaissez, c'était dans Merci. Oui. L'auteur, c'est vous. Oui, c'est d'ailleurs à peine moi, c'est une histoire drôle, figurez-vous. Et c'est une histoire drôle très bête qui me fait beaucoup rire. C'est l'histoire de 3 archers. C'est l'histoire de 3 archers, un enfant et 3 pommes. Le premier archer flanque l'enfant, dit pas devant lui, la pomme sur la tête de l'enfant, bande son arc et sa flèche, tire et schlatch. La flèche traverse la pomme et il dit « I'm William Tell ». Le deuxième archer flanque le même enfant 10 mètres plus loin, la pomme sur la tête de l'enfant. Tire une deuxième flèche qui traverse la pomme et dit « I'm Robin Hood ». Le troisième archer flanque l'enfant 10 mètres plus loin encore, recule lui-même de 10 mètres après avoir mis la pomme sur la tête de l'enfant, tire. La flèche se plante entre les 2 yeux de l'enfant et il dit « I'm sorry ». C'est une histoire anglaise. Mais cela dit, en effet, les enfants ont presque tous la pomme de Guillaume Tell sur la tête. Alors, vous, enfant, donc avec une pomme sur la tête, on va essayer de vous imaginer, puisqu'on part sur l'enfance, très bien, ça signifierait pour quoi dans votre propre expérience d'enfant, de petit garçon? Une inadaptation chronique au système scolaire, par exemple, pour commencer par le plus simple, une aptitude absolue, une incapacité, une inhibition. Maintenant, je peux répondre à une interview. J'étais absolument incapable de répondre à la moindre question posée par un professeur. Immédiatement, toutes mes portes intérieures se fermaient, tout se verrouillait à double tour, et je devenais muet et totalement idiot. Avec un sentiment très très profond de mon idiotie. Disons qu'on vous l'a renvoyé aussi peut-être en pleine figure, sauf votre papa qui
qui s'est dit, bon, il a mis peut-être 1 an pour apprendre la lettre A, et ben à 26 ans, il saura son alphabet. Oui, mon père Tranquille. pratiquait une ironie curative comme ça, qui était pas mal, on s'amusait bien. Oui. Quand j'ai eu ma licence de lettres aussi, il me disait, il t'a fallu, c'était en 68, en mai 68. Il me disait, Puisque vous avez commencé d'enseigner en 69. Oui. Il m'a dit, il t'a fallu une révolution pour la licence, doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation? C'était notre forme De communication. de communication. Un papa qui était un militaire, mais militaire officier assez atypique, qui lisait énormément. Il était tout à fait atypique, oui. Très rêveur, très lecteur, très... Et puis, c'était un homme du 19e siècle. On ne se touchait pas. On ne faisait pas de psychologie. On respectait une espèce de distance, qui était probablement pour beaucoup dans mes inhibitions par ailleurs, mais qui était en même temps assez salutaire parce que les rares interventions prenaient un prix. Je me rappelle qu'adolescent, il est entré dans ma chambre une fois que j'étais absolument au fond du trou de la dépression. Et il entre dans ma chambre et dit cette phrase incroyable. On a eu une petite discussion la veille comme ça. Il dit, ah Daniel, j'ai complètement oublié de te dire, le suicide est une imprudence. C'était pour moi des phrases, évidemment. Et ça tombait pile au moment où vous posiez des questions sur votre vie. Ça tombait absolument pile au moment où, bien que n'ayant jamais eu un tempérament foncièrement suicidaire, c'était assez tentant. Et votre maman? Alors ma maman, elle était, qui a aujourd'hui, va sur ses 104 ans, était un petit pruneau méridional en colère. C'était une jeune fille. Elle est encore, jusqu'à 100 ans, elle a été au fond une jeune fille en colère, qui n'acceptait pas l'ordre des choses, bien qu'elle fût contrainte de mener une vie très institutionnelle, parce que mon père était militaire, au grade, donc elle avait une espèce de vie mondaine. Et en même temps, elle était dans une sorte de réaction, de rogne permanente. Elle n'avait pas un caractère absolument facile, mais elle avait le sens du fou rire. Donc quand elle était trop sombre comme ça, il m'arrivait de la faire rire, parce que j'allais plus loin qu'elle dans son sens. Je disais, tu as raison, et j'en rajoutais un peu jusqu'à ce qu'elle rie beaucoup. Et on pouvait la faire rire. Et seule femme de la famille, hein, 4... C'est la seule femme de la famille, mais ça tombe bien parce qu'elle quatrième. n'avait pas beaucoup d'appétence pour les femmes. C'est une fille du Sud, elle n'aimait que les hommes. Elle était ravie que le petit dernier soit encore une fois de plus un Oui, garçon. Elle aurait été très embarrassée d'avoir une fille. Alors vous êtes né à Casablanca, mais comme vous auriez pu naître en Indochine ou n'importe où ailleurs, vu que votre papa était... Oui, je suis un fruit d'escale. C'est joliment dit. Tombé là. 40 déménagements, c'est quand même énorme. Vous êtes né où vous avez pu, c'est vous qui avez cette... Mais oui, ce sont les femmes d'officiers accouchent où elles peuvent. Ils déménagent tous les 2 ans, passent leur temps à faire des malles, à en défaire, font des enfants aussi. Mais c'est une enfance de rêve de voyager comme ça, tout petit, jusqu'à l'âge de 9 ans, avant que vous vous fixiez en France. Je ne sais pas, parce que comme j'ai très peu de souvenirs d'enfance, je n'ai pas de souvenirs très précis de mon enfance. J'ai une image archétypique, je crois, de Djibouti, qui est paradoxale. Djibouti qui est un grand désert de pierre. Je l'aurais vu un jour fleurir en une nuit, après une pluie. Et le fait est que ça fleurit. Alors, est-ce un souvenir? Est-ce les réminiscences des récits qu'on m'en a fait? Vous avez peut-être plutôt des souvenirs d'odeur, alors? Alors, oui. L'Afrique sans l'oléagineux. Bien. L'ensemble de l'Afrique sans l'oléagineux, que ce soit l'Afrique occidentale, surtout dans les années 50, quand on arrivait dans des ports, le bateau arrivait doucement dans le port, et ce qui arrivait, c'était cette odeur d'oléagineux que j'adorais. Là où pour moi, le Vietnam, par exemple, c'était l'arrivée dans les ports, c'était le Ngoc Mam. Ça sentait le Ngoc Mam, ça sentait la saumure de poisson, et j'adorais ça aussi. D'ailleurs, je bois du Ngoc Mam à la bouteille.
Pourquoi pas? Toujours aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien sortir l'objet que vous avez apporté? Ah, l'objet est tabou Alors, aujourd'hui. je précise que nous ne faisons aucune pub pour le tabac, que ceci soit bien clair, messieurs et mesdames. Ma qui nous... pipe. La pipe de l'écrivain. Je me suis posé la question quand vous m'avez dit je vais apporter une pipe. Est-ce que c'est la pipe de Brassens? Est-ce que c'est la pipe de Non, Maigret? non, Finalement, c'est c'est la pipe de papa qui c'est fumait la- la pipe en lisant. Nous fumions tous la pipe. Ma mère était entourée de Votre mère aussi? Non, non, elle était entourée de 4 garçons, de 4 hommes qui fumaient la pipe depuis l'âge de 14 ans, 15 ans. Enfin, c'était. Bah, tant qu'à faire. Ça fait 50 ans que je fume la pipe. Et, comme elle était toute petite, elle marchait sous le nuage. C'est-à-dire, il y avait un nuage énorme comme ça. Oui. Et vous voyez, elle n'a pas été intoxiquée par, la pipe ambiante, le nuage ambiant, parce qu'elle était en dessous. Et du coup, elle va sur ses 104 ans. Mais je me demande, elle est très belle d'ailleurs, cette pipe. Je me demande. C'est toujours la même. Je fume toujours la même forme, la même film. Je ne vais pas faire de pub pour les gens qui la font, mais qui sont dans le sud de la France et avec lesquels nous avons des liens d'amitié. Et je leur commande régulièrement toujours la même. Ils savent. Et est-ce qu'il n'y a pas une attitude, je trouve que les gens qui fument la pipe, il y a une sorte d'attitude de pose de l'écrivain avec sa pipe, son nuage de fumée. Non, parce que le but n'est pas de la Est-ce que fumer c'est- en public. Moi, je la fume chez moi. J'en fume 2 par jour, pour tout vous dire. Une après le déjeuner, une après le dîner, en déambulant dans la rue ou devant la cheminée, en bouquinant. C'est pas du tout un objet social. Mais ça vous rattache quand même. Vous vous êtes fichu de moi au téléphone quand je vous ai dit amener un objet. Ah oui, je vais vous amener mon doudou, je vais vous amener mon objet transitionnel, je vais vous amener ma pipe. Mais en y réfléchissant bien, c'est quand même ça. Ça vous rattache à vos frères, ça vous rattache à votre papa. Mais Emmanuel, c'est ce que vous cherchez en demandant à vos invités d'amener un objet. En réalité, journaliste fine que vous êtes, vous allez vers l'essence, le doudou de départ, l'objet transitionnel, c'est l'objet auquel vous tenez le plus, etc. Cet objet raconte forcément une histoire. Non, moi, c'est donc cette pipe parce que, en effet, si on me demande l'objet qui m'est le plus familier, c'est celui que je trimballe depuis toujours, donc celui-là. Et en fumant d'ailleurs toujours le même tabac, du gris, le gris des soldats, probablement ce que les fumaient les pauvres gosses qu'on a envoyés se faire massacrer en 14 dans les tranchées, c'est le même tabac. C'est une fidélité Un peu plus raffinée. historique. Non, c'est parce que ma mère nous interdisait de fumer des tabacs anglais ou opiacés, des choses qui avaient des odeurs de miel dégoûtantes, les Amsterdamers, tout ça. Ça l'a dégoûté. Elle disait, au moins, le gris, ça n'a pas d'odeur, c'est du gris, c'est dégueulasse, mais bon, c'est une odeur sans odeur. On a découvert un écrivain en 1985 qui depuis a creusé son sillon. On a su que vous aviez été professeur, et vous l'étiez encore d'ailleurs au moment des... Oui, je l'ai été pendant 27 ans. 26 ans. On a découvert un professeur avec des méthodes un petit peu particulières. Vous racontiez notamment dans une émission, alors est-ce que c'était pas Apostrophe, vous allez la raconter mieux que moi, mais quand vous étiez professeur, un jour vous entendez un bruit monstrueux dans la classe d'à côté, vous arrivez et il y avait un élève qui était en train de tout casser. Ah oui, non, ce n'était pas ça. On était venu me chercher dans la salle des professeurs parce qu'un gosse, en effet, était devenu fou et cassait tout. Pour aller très très vite, d'ailleurs, c'était un enfant iranien à l'époque de la Révolution. Comme son père devait être dans l'administration du Shah d'Iran, donc il s'était fait virer d'Iran. Il est arrivé ici, gosse parfaitement bilingue, écrivant tout à fait bien le français, résultats scolaires excellents, et puis tout d'un coup, ça dégringole. Et puis se mettre impertinent, bougillon, etc. Sa professeure d'anglais lui donne un devoir supplémentaire. Il ne fait pas le devoir supplémentaire. Ses copains se foutent de lui. Bref. Il pète un câble. Et il se met à tout casser. Et donc, quand vous entrez là-dedans, il faut l'arrêter. Pas l'assommer. On ne va pas non plus essayer de le raisonner dans un état de fureur absolue. Alors en effet, j'ai fait quelque chose d'étrange, d'instinctif. J'ai pris moi-même
bureau et je l'ai jeté contre le tableau. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis, ben, je fais comme toi, je communique. Et il s'est mis à pleurer. Et à partir de ce moment-là, on a pu parler. Et alors là, vous tombez dans toutes les douleurs, parce que le gosse, son père vient de s'en aller avec la secrétaire, sa mère vient de découvrir qu'elle a un cancer, etc., etc. Le gosse est absolument déboussolé. Des copains imbéciles le traitent de sale arabe, ce qui est une double injure pour un Perse. Bref, plus rien ne va. Mais finalement, Et cet enfant dégringole. Bon, ensuite, vous allez voir la professeure et vous lui dites, mais tu as vu ces dernières semaines ce qui lui est arrivé? Et alors, parce que vous êtes d'un coup, vous affectez une position de justicier et la professeure, et vous tombez devant une fille qui elle-même, mais moi je viens de me faire plaquer par mon mec, mon fils ne fait rien à l'école, etc. Et elle-même est dans la douleur totale. Et c'est toujours ce qui m'a frappé dans l'enseignement, ce sont les interactions des douleurs privées qui n'ont pas pu rester privées. Et avec lesquelles il faut compter quand on est professeur. Vous avez un vice rare, Malocène, vous compatissez. Ça, c'est dans La Petite Marchande de prose. Vous aussi, vous compatissez. Et toute votre carrière d'enseignant, elle s'est beaucoup bâtie aussi sur la compassion. Oui, et en même temps, l'empathie n'est certainement pas une bonne méthode d'enseignement. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre... J'ai pas dit l'empathie, moi j'ai dit la compassion. Oui, oui, hein. oui. Non, mais l'empathie peut être une conséquence de la compassion. C'est-à-dire que ce que j'appellerais compatir dans ce domaine, c'est essayer de cerner assez vite les environs immédiats du problème, quoi, pour intervenir et le régler le plus vite possible. Et régler les problèmes scolaires, c'est presque toujours avoir affaire à une douleur. Et il faut donc régler la douleur d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est une question de contact, parce que d'un autre côté, on ne fait pas non plus de psychologie. Une question de contact, oui, et quand on lit Chagrin d'école, on se rend compte que le fait d'avoir été cancre, vous, tellement longtemps, mais grand lecteur aussi, ça vous donne tout de suite une ouverture et peut-être une manière d'aborder différemment les gens, alors vos élèves, quand vous aviez des élèves, les gens que vous rencontrez aujourd'hui, une manière différente de voir... Mais c'est-à-dire que la cancrerie, par opposition à mes collègues, qui étaient tous d'anciens bons élèves, la cancrerie du très mauvais élève que j'avais été, m'a apporté la connaissance de la douleur. Et qui s'est ajouté au corpus de mes connaissances universitaires nécessaires à l'enseignement des lettres. Et cette connaissance de la douleur, je sais de sources sûres, pour l'avoir éprouvé moi-même, qu'une des causes premières de l'échec scolaire, c'est la peur. Voilà, pour aller vite. Alors la peur de quoi? On peut toujours fouiller. En tout cas, c'est la peur de ne pas comprendre, la peur, etc. Que de cette peur naît très vite une détestation de soi-même, un mépris, parce qu'on n'est tout simplement pas courageux. Que de ce mépris vis-à-vis de soi, de ce manque de courage, vont naître très vite des comportements de compensation, en particulier brutaux, moraux, physiques, etc. Des évitements. Des fugues, des retards, des détours, la tricherie, enfin une quantité de choses procèdent de cette simple peur de ne pas être ce que l'autre attend de vous que vous soyez. Et donc il faut s'attaquer immédiatement à cette peur si on veut tout simplement donner au savoir une chance de passer dans cette cervelle-là. Jusqu'au jour qui appartient au garçon ou à la fille qui a peur. Jusqu'au jour où quelques professeurs sont sur votre chemin, vont croire en vous et vont vous aider à vous sortir de cette peur qui enchaîne toute cette cascade. C'est-à-dire vont faire leur métier normalement. Trouvent une solution. Seront présents en tout cas. Ils seront présents, ils vont trouver une solution. Et de ce genre de professeur, nous en avons tous un exemple ou deux dans notre scolarité. Je suis sûr que vous avez dans vos souvenirs un prof inoubliable. Monsieur Diebold, si vous me regardez. Eh bien, Monsieur Diebold, prof de français agrégé.
comme M. Baldenweg, mon professeur de mathématiques, je pense que c'était tout simplement des gens qui faisaient très bien leur métier. Or, bien faire son métier, ce n'est pas seulement se considérer comme détenteur d'un savoir à transmettre en tant que savoir. C'est aussi être le détenteur d'une manière. Et la manière est absolument capitale dans ce métier. Dans tous les métiers, non? Et oui, la manière d'être présent à l'instant. C'est pour ça que tant de gens font mal leur métier. Ils n'ont pas la manière. Est-ce que le cancre que vous avez été est toujours quelque part... J'ai l'impression que la réponse est oui, parce qu'il intervient dans le roman de temps en temps pour vous, vous engueuler, vous disputer, pardon. Il est toujours un petit peu dans une case de votre cerveau, toujours un peu vigilant, oui, toujours en train de... Ça, oui, bien sûr, c'est sa résurgence métaphorique, si vous voulez. Je dis, le cancre est là, voilà, assis au coin, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cancrerie engendre des complexes. Et que quoi que vous fassiez, ces complexes demeurent. Bon, ils demeurent à l'état larvaire, mais comme un ténia. Ils sont là à l'état larvaire, ils ne demandent qu'à se réveiller. Donc, et d'une certaine façon, c'est un combat. Écrire un livre est un combat perpétuel contre l'indignité qui était au départ décrétée et à laquelle je croyais. Incapacité d'écrire, incapacité d'apprendre, dysorthographie profonde, etc. Comment un machin pareil peut devenir écrivain? Eh bien, à chaque fois que j'entreprends, il y a toujours cette vieille résonance. Pour qui te prends-tu? Il n'est pas tout seul, ce cancre. Il y a quelqu'un d'autre dont j'ai capté la présence, mais sans doute il y a multiples gens. Il n'est pas tout seul. Il y a un certain Bartleby aussi, qui, je crois, est constamment là, vous habite depuis longtemps, et qui reste, Bartleby le scribe, qui reste dans un coin de votre cerveau. C'est un livre de Melville que vous jouez actuellement et que vous lisez et que vous jouez aussi au Théâtre de la Pépinière Opéra à Paris. Et vous expliquez que c'est un texte qui vous habite depuis longtemps, ce Bartleby. Oui, je ne sais pas quand j'ai lu Bartleby pour la première fois. Bon, là, je le lis tous les soirs jusqu'au mois de mai au théâtre et je ne m'en lasse pas. Je ne me lasse surtout pas de la traduction de Pierre Léris, qui est une merveille absolue de la langue française. Bartleby aurait été écrit en français dans la langue de Pierre Léris, qu'il ne paraîtrait pas plus naturel que sous la plume de Melville en anglais. C'est extraordinaire. Il ne paraîtrait pas moins naturel que... C'est une langue absolument extraordinaire. Quant au thème, c'est l'histoire d'un homme qui s'arrête, qui tout d'un coup cesse de faire ce qu'on attend de lui. Et non seulement s'arrête, cesse de jouer le jeu des hommes. Et qui oblige le monde à se réorganiser autour de lui. Il n'oblige son entourage se croit obligé d'eux, et en particulier de le comprendre. Et l'entourage est incarné par un notaire qui est un fort brave homme qui cherche à comprendre pourquoi Bartleby tout d'un coup dit « I would prefer not to ». Et ça, c'est sa phrase. Je préférerais pas. Je préférerais pas. Et le notaire, et jusqu'à cesser toute activité. Et comme il est copiste, il cesse de copier. Il cesse d'abord de collationner les copies. Il cesse de corriger les copies. Puis il cesse de collationner les copies. Et il s'arrête. Il s'arrête de travailler. Et il ne donne pas la moindre explication. Lorsque la seule chose qui puisse ressembler à une explication de la part de Bartleby, c'est lorsqu'il décrète qu'il va cesser d'écrire, justement, qu'il va cesser de copier. Et le notaire lui dit « Mais pour quelle raison ?» Et Bartleby répond « Ne voyez-vous pas la raison de vous-même ?» Et c'est tout. On ne saura jamais rien de plus précis sur son arrêt. Et son arrêt sera absolu, définitif, jusqu'à la fin. Alors évidemment, tout le monde a... C'est un personnage qui est très proche de notre... Il y en a dans beaucoup de littérature, d'ailleurs, des hommes... Des Bartleby. Pas nécessairement des Bartleby, mais des gens qui s'arrêtent. Il y a Oblomov, dans la littérature. Il y a Meursault, chez nous, personnage de l'étranger. C'est l'image du réfractaire, Bartleby. C'est au début du texte, c'est d'ailleurs très très touchant. Quand je le lis, le notaire demande à Bartleby de venir collationner
des feuillets, on doit corriger. Ce sont des scribes, ils doivent corriger leurs feuillets. Et Bartleby, pour la première fois, répond « Je préférerais pas ». Et le public rit. Oui, c'est vrai. Et le public rit ou sourit. Et il sourit parce que, instinctivement, les gens qui sont dans la salle se disent « Tiens, il ferme les portes. Il ferme ses portes au patron. » Puis voilà, on se projette, on se dit ce que moi, j'oserais dire à mon patron, voilà. Je préférerais pas. On se projette du côté de Bartleby et on est évidemment du côté, au fond, de la bonne cause. Résiste au patron. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que Bartleby ferme, les spectateurs ou le lecteur s'aperçoit que Bartleby ferme toutes les portes, y compris les nôtres. Mais alors... Et ce qui me frappe dans l'évolution de cette lecture au théâtre, tous les soirs, absolument tous les soirs, c'est le même phénomène se produit, c'est qu'il y a donc des frémissements de rire ou de francs éclats de rire. Au premier, je préférais pas, et puis les rires s'estompent. Oui. Il y a un silence d'écoute, d'ailleurs absolument magnifique à observer du côté de la scène, qui est prodigieux et qui révèle un désarroi des gens qui écoutent, et puis aussi, évidemment, une curiosité. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que ça peut finir? Alors moi, ma curiosité, elle est, maintenant que je sais comment ça se termine, elle est autre. En quoi ce personnage, cette image du réfractaire, ce Bartleby qui préférerait pas, pourquoi il vous parle autant? Qu'est-ce que vous reconnaissez tellement en lui qui Parce est que vous? Nous sommes habités par... vous savez, nous sommes tellement ambivalents. Songez à nos ambivalences. Non, mais parlez-moi de vous, là, Daniel Pénac. Mais oui, il faut faire le compte des ambivalences. Par exemple, votre émission a un nom ambivalent. VIP, visage inattendu de personnalité. Oui, alors que tout le monde, quand tout le monde lit VIP, le monde lit le SIG. Donc c'est une ambivalence voulue. Bien sûr. Est-elle souhaitable? C'est autre chose. En tout cas, elle est voulue. Et nous sommes... Bon, prenez vous et moi. Comment faisons-nous, par exemple, pour tenir notre mort à la fois, pour certaines, et tout à fait improbable? Comment faisons-nous? Comment nous y prenons-nous pour vivre ça? Pour vivre une existence qui est fondée sur le fait que nous tenons notre mort pour absolument certaine, aucun doute possible. Nous passerons tous à la casserole, et en même temps, totalement improbable. Voilà encore une ambivalence. Eh bien, nous abritons tous, au même titre, nous abritons des Bartleby, c'est-à-dire en nous un être qui est de temps à autre tenté de lâcher la rampe, d'en finir avec les faux-semblants. De lâcher prise. Lâcher prise, d'en finir avec les faux-semblants, avec les justifications, avec les obligations, avec tout ce que vous voulez, avec le désir de comprendre. Et en même temps, cet être qui est dans un brusque déficit de désir, qui tombe comme ça, est accompagné d'un individu, d'un autre individu qui est animé par le seul désir de comprendre, de tout comprendre. Et nous cohabitons. De temps en temps, l'un prend la place de l'autre. Et nous avons, dans notre vie aussi, j'ai croisé beaucoup de gens qui me faisaient énormément penser à Bartleby, qui d'ailleurs est un cas psychiatrique. On pourrait dire qu'il y a là une anorexie. Enfin, si on l'analysait avec les moyens contemporains, on aurait certainement un regard clinique sur Bartleby. Melville, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il ne pose pas un regard clinique. Et comme Melville ne pose aucun regard sur Bartleby, il ne pose que le regard qui le fait naître. Bartleby a donné lieu à tant de thèses, d'interprétations. Tout le monde s'en est emparé. La critique marxiste s'en est emparée, la critique analytique s'en est emparée. Tout le monde s'en est emparé. Et tout le monde n'a cessé de se poser des questions sur ce « I would prefer not to ». Et c'est ce qui fait l'incroyable... Ce principe de décomposition du désir fait en même temps l'incroyable vitalité de ce texte, qui est un texte d'une vitalité folle. Vous venez d'évoquer, en passant rapidement, la mort. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Vous avez perdu un frère il y a peu de temps. Votre frère, celui qui vous a élevé, qui vous a supporté, Bernard,
qui vous a fait grandir. Est-ce que la mort vous fait peur? Est-ce que cette épreuve a dû vous faire réfléchir, j'imagine, particulièrement sur la mort? Oh ben, elle m'a laissé seul. Il y avait 65 ans d'amitié très profonde. Fraternelle, d'amitié fraternelle? D'amitié fraternelle très profonde, sans faille. Il y a 1 an ou 2, on a essayé de faire le compte, mais on n'était pas dans la démonstration amicale permanente. Mais un jour, comme ça, on se promenait tous les deux, et je dis, mais attends, est-ce que tu as un souvenir d'engueulade entre nous? Est-ce que nous nous sommes disputés, même enfants, même pour un jouet, même pour un vêtement, une fois dans notre vie? Cherchons sérieusement. Et on a cherché, et on n'a rien trouvé. Donc c'était cette intimité, cette complicité. Nous n'étions pas jumeaux, pourtant il avait 5 ans de plus que moi. Ces rires, voilà, bon, et donc du coup on se retrouve de ce point de vue absolument seul. Bien sûr, Orphelin. On a tous les autres. Oui, 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 oui. Encore plus que ça. Plus que ça. C'est plus que ça. Il n'y a d'ailleurs pas de mots. De même que vous noterez qu'il n'y a pas de mots pour désigner les parents qui ont perdu leurs enfants. Parce que j'imagine qu'au Moyen-Âge, dans l'ordre des choses, ça arrivait plus fréquemment que l'inverse. Et l'ordre s'est inversé chez nous, mais la sémantique n'a pas suivi. Quant à la personne qui a perdu son frère, il n'y a pas de mots non plus. Et c'est pourtant un frère avec lequel on s'est entendu. On aurait pu avoir des relations tout à fait distantes et j'aurais été beaucoup moins atteint, bien sûr. Tandis que là, je me manque depuis qu'il n'est plus là. Vous avez parlé d'amitié, d'amitié entre frères, d'amitié fraternelle. Toutes vos amitiés qui ont suivi sont basées sur ce modèle-là. Est-ce qu'on essaie de reproduire finalement ce Alors je n'en sais schéma-là? rien, mais en effet, après la mort de Bernard, je n'ai pas cessé de vivre. J'ai donc continué à voir mes amis qui me sont chers, qui comptent pour moi dans la vie. Et je me suis aperçu, je n'avais jamais fait cette observation, que tous lui ressemblaient peu ou prou. Alors est-ce que ce sont des ressemblances réelles ou est-ce que c'est mon besoin de combler ce vide qui leur prête ressemblance? Mais tout de même, il y a des ressemblances physiques, même physiques, des maigres ascétiques, des ressemblances au plan de l'ironie, type d'humour, des ellipses, leur capacité à... Certains de mes amis, stylistiquement, lui ressemblent beaucoup. Et pourquoi l'amitié est une valeur tellement fondamentale pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? D'abord parce que je crois que c'est un besoin fondamental, humain. C'est une des formes du besoin de l'amour qui ne transite ni par la famille, ni par la sexualité, etc., mais qui est tout aussi fondamentale. Donc je crois que ça ne m'est pas particulier. Bon, moi, j'ai la sensation quelquefois d'en avoir fait un des beaux-arts, mais ça c'est purement lié à moi. Alors pourquoi l'amitié? Parce que c'est un sentiment... C'est un sentiment qui ne se laisse pas définir. C'est un peu comme le roman. Le roman est un genre qui ne se laisse pas définir. Vous pouvez essayer de le prendre par tous les bouts. Le roman est parfaitement indéfinissable comme genre, en tant qu'il saisit l'ensemble du réel dans sa mouvance permanente. Donc très difficile à saisir. Et l'amitié est un genre extrêmement difficile à saisir. Je pourrais vous dire qu'elle repose de l'amour, par exemple. Qu'elle nous protège du social, par exemple. Qu'elle nous propose de l'amour, qu'elle nous repose de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour amoureux, de l'amour familial, etc. C'est un genre où le sentiment a un statut extraordinaire parce que le sentiment n'y crée aucun enfermement, donc aucune tension. Mais les amis sont si peu enfermés dans le sentiment de l'amitié réciproque que c'est même un sentiment qui peut se diluer sans qu'on s'en aperçoive. Et puis boum, les amis ont disparu.
et d'autres sont venus. Ce n'est pas que nous soyons inconstants, c'est la vie qui a... c'est un sentiment très, 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 très étrange. Qu'un ami véritable est une douce chose. Oui, ça c'est... Du La Fontaine. Évidemment, La Fontaine, c'est le songe, c'est le monomotapa. Les vrais amis. Les deux vrais amis vivaient au monomotapa. L'un ne possédait rien Qui n'appartint à l'autre. Oui. C'est quand même un pays imaginaire hein, et exotique le monomotapa, comme si l'amitié, Mais parce que dans la fable de La Fontaine, ne vous pouvait faites allusion être... au titre d'un essai que J.B. Pontalis, le psychanalyste, vient d'écrire sur l'amitié, qui s'appelle « Le songe du monomotapa ». Inspiré de cette fable. Et qui est inspiré de cette fable. Et en effet, où se situe le territoire de l'amitié ? Qu'est-ce que le territoire de l'amitié? Qu'est-ce qui peut circonscrire une amitié? Alors là, en plus de ça, j'ai des principes assez... Par exemple, si le social circonscrit l'amitié, on n'est plus dans l'amitié. On est dans autre chose. On est... Une amitié sociale. On est dans des jeux d'intérêt. Et l'amitié sociale est assez proche du sentiment mafieux. Eh oui. Donc l'amitié vire du côté de la sexualité, on n'est plus non plus dans l'amitié. C'est une amitié amoureuse. On est dans une amitié amoureuse qui peut se transformer en amour, etc. Avec immédiatement un mode d'enfermement sublime peut-être, hein, la question n'est pas là, mais on n'est plus dans cette espèce de territoire sans bornes qui est occupé par une certitude paisible comme ça, la certitude paisible de l'amitié. Personne, je n'ai jamais mis l'amitié de mes amis en doute. On va passer de l'amitié à la littérature revenons à Christian Bobin, avec un livre qui s'appelle Une petite robe de fête et qu'il vous a dédicacé. Non, pas du tout. Donc, Oui, mais il me l'a dédicacé. C'est-à-dire qu'il m'avait envoyé un exemplaire avec sa dédicace. Et cet exemplaire est arrivé dans ma bibliothèque sans que je le voie. Il y a 20 ans de ça, hein, il y a 25 ans même. 20 ans. Et je venais d'écrire comme un roman. Puis je range ma bibliothèque et je tombe sur la préface de cette petite robe de fête. Et je me dis, nom d'un chien, mais qui est ce type qui me dédicace un bouquin, qui écrit si bien et si juste? Heureusement que je n'ai pas lu cette préface avant d'avoir écrit comme un roman, sinon je n'aurais pas écrit comme un roman, puisqu'elle me suffit. Il est difficile d'écrire après avoir lu quelque chose qui vous suffit dans le même domaine. Et j'en sors un extrait, par exemple. Il y a bien des frontières entre les gens. L'argent, par exemple. Eh bien, cette frontière-là, entre les lecteurs et les autres, est plus fermée encore que celle de l'argent. Celui qui est sans argent manque de tout. Celui qui est sans lecture manque du manque. La muraille entre les riches et les pauvres est visible. Elle peut se déplacer ou s'effondrer par endroits. La muraille entre les lecteurs et les autres est bien plus enfoncée dans la terre, sous les visages. Alors j'en saute et voilà un autre passage. Il y a la main blanche de ceux qui ont pour eux l'argent. Il y a la main fine de ceux qui ont pour eux le songe. Et il y a tous ceux qui n'ont pas de main, privés d'or, privés d'encre, c'est-à-dire les non-lecteurs. C'est pour ça qu'on écrit. Ce ne peut être que pour ça. Et quand c'est pour autre chose, c'est sans intérêt. Pour aller des uns vers les autres, pour en finir avec le morcellement du monde, pour en finir avec le système des castes et enfin toucher aux intouchables, pour offrir un livre à ceux qui ne le liront jamais. Eh bien, c'est quelquefois une impression que j'ai en lisant Bartleby le soir au théâtre. Il y a des gens dans la salle qui ne viennent pas du beau monde, qui ne viennent pas d'une bibliothèque, qui n'ont pas de bibliothèque chez eux, je les vois, qui viennent d'œuvres, peut-être les frères des pauvres, des services sociaux de la mairie, je les vois. Eh bien, ces visages que vous voyez, parce que je vois les gens quand je lis,
Il y a un grand drap blanc derrière moi qui réfracte. Vous ne le saviez pas, mais je vous voyais dormir. Pas du tout. Non, je me moque. Et en pensant, quand nous nous sommes appelés hier, je regardais ces visages de gens à qui les livres ne sont pas destinés. Et à qui, par exemple, Dickens a lu toute sa vie. Dickens, tous les soirs, lisait à un public d'illettrés. Et c'était très touchant de les voir petit à petit. Au début, ils s'ennuient. Ils sont loin, très loin. Et puis, le texte les rattrape et ils se fondent dans l'histoire. Et les visages, tout d'un coup, quelque chose entre de cette histoire de Bartleby en eux et eux-mêmes dans la tension du récit. C'est magnifique à voir. C'est pour ça que vous avez beaucoup prôné la lecture à voix haute et que vous avez enregistré oui, bien sûr. Beaucoup de vos romans à voix haute. Mais moi, je me suis beaucoup occupé d'élèves qui pensaient ne pas aimer lire. Pensaient ne pas aimer lire, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. J'aime pas lire, ça voulait dire j'ai peur de la question que vous me poserez inévitablement une fois que j'aurai lu. C'est ça que ça veut dire. Quand un gosse dit à son professeur j'aime pas lire, ça ne veut pas dire autre chose. Il ne sait pas ce que c'est que lire. Il a oublié ce qu'était lire pour le plaisir. Il a complètement oublié. Parce qu'il n'est que dans l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage du sens depuis qu'il est à l'école. Et il pense que l'école, ce n'est que cela. Donc, il rompt avec le livre, par manière de révolte, par tout ce que vous voulez, de mauvaises raisons. Et alors à cela, j'ai lu, pendant 25 ans, j'avais toujours 1 heure de cours destinée à leur lire gratuitement, à les réconcilier. Et ça transite nécessairement par la lecture à voix haute. Il y avait ça, et vous les avez, alors vous qui n'avez pas beaucoup de mémoire, qui oubliez beaucoup les choses, vous avez obligé vos élèves à apprendre des pans entiers de littérature. Oui. Ce qu'on apprend en lisant Chagrin d'école. Oui. Et c'est drôle cette manière de les obliger, eux, à retenir tel passage. Et vous repérez un élève quand il vous dit, vous savez, c'est l'année de tel texte et tel auteur. Oui, c'est pas si drôle que ça, parce que vous êtes encore petite, mais moi qui suis vieux, on nous apprenait des récitations de façon idiote. C'était hebdomadaire. Et il y en avait c'était une par semaine, mais elles se chassaient les unes les autres. Ce qui fait que, bien loin de nous donner un apprentissage de la mémoire, on suscitait une vocation de l'oubli. C'est-à-dire que chaque récitation chassait celle de la veille. Tandis que mes élèves, j'essayais de leur constituer une bibliothèque intime, intérieure. Voilà. Et alors, les textes étaient de la première à la dernière semaine ouvrable, numérotés de 1 à autant de semaines ouvrables qu'il y en avait, et on devait tous les réciter pendant toute l'année au numéro. Par exemple, nous sommes au mois d'avril et je disais, bon, Emmanuel, donne-moi le 4. Et le 4 était du mois de février. Emmanuel devait, bing, sortir, hop, le 4, qui pouvait être un texte de philosophie, un incipit de roman, un poème, ce que vous voulez. Ça pouvait être, ou même une petite plaisanterie, une petite blague, etc. Mais Emmanuel avait le droit de me dire, et vous, monsieur le 2 ce qui était très difficile, parce que ma mémoire était beaucoup moins véloce que la vôtre quand vous étiez mon élève. Bien sûr. Et encore aujourd'hui, ma mémoire est de moins en moins véloce. La vôtre est un peu moins véloce que quand vous étiez mon élève, mais la mienne est encore moins véloce que quand j'étais votre professeur. Donc, ces mémoires qui au début se croyaient figées, étriquées. Figées, puis alors c'était idiot, on n'est pas des bébés, on ne doit pas apprendre par cœur. Tout argument que j'écartais d'un revers, et ce qui n'était pas négociable. Et petit à petit, cette mémoire engrangeait tous ces textes, dans le ravissement de les comprendre. Parce que ce que l'enfant retient, ou ce que l'adolescent retient, ce n'est pas la forme du texte en tant qu'elle est une forme, c'est la forme du texte en tant qu'elle produit du sens. Et quand il découvre qu'il y a cette fusion absolue entre la forme et le sens, il est dans la joie. C'est de la joie. Et là où ça devenait extraordinaire, c'est que vous racontez dans Chagrin d'école qu'à un dîner de fin d'année, ils vous ont préparé une surprise, une classe vous a préparé une surprise où c'était
Tiens, Julien, je veux le premier chapitre du texte numéro 3, suivi du chapitre 5 du texte numéro 12, suivi Oui, de... c'est ça. Et là, ça donne des textes improbables, mais ils ont tellement tout bien retenu, Oui, ils nous avaient tellement invités, compris. oui, ils nous avaient invités, ma femme et moi, et puis ils m'ont fait ce coup-là. Ils disaient, ah, c'était formidable, les textes. Mais vous ne savez pas ce qu'on en a fait, m'ont-ils dit. Alors, je dis, qu'est-ce que vous en avez fait? Et là, ils se sont envoyés ces duels. Premier paragraphe du 5, deuxième strophe du 12, quatrième paragraphe du 3, etc. Et la personne qui recevait la commande, comme un garçon de café qui essaie de se souvenir, réfléchissait et paf, sortait le patchwork. Et ensuite, il disait, Emmanuel, et toi, le 14. Alors, Emmanuel, le 14, c'est le pont Mirabeau. Tu le veux à l'endroit ou à l'envers? Et on voyait la gamine réciter le pont Mirabeau à l'envers. C'est la Seine remontant vers sa source. C'est absolument incroyable. Tout venant de gosses qui tous, au début de l'année, disaient, non, on n'y arrivera jamais, même si on n'a pas de mémoire. On n'y arrivera jamais. Comme quoi. On n'a pas encore évoqué le sujet, le terrain de la religion et de la foi. Vous avez été éduqué dans quel contexte religieux? Catholique, mes parents étaient catholiques. Mais habité par une vraie foi ou c'est plutôt catholique sur un Ils plan pratiquaient. traditionnel, mais... Et là, quand vous m'avez posé cette question au téléphone, je vous ai dit, vous m'avez demandé, croyez-vous, la foi, j'ai dit, ça ne vous regarde pas. Oui, vous m'avez renvoyé dans les foyers. Et il y avait de ça. Il y avait de ça chez eux. Ils étaient... Mon père était l'être le moins prosélyte qu'on pût imaginer. Le moins prosélyte qu'on pût imaginer. Et probablement dans son comportement le plus évangélique qu'on puisse imaginer. C'était un homme qui faisait le bien. Mon frère Bernard aussi, par exemple. C'était... Et vous? Moi, c'est pas à moi d'en juger. Je fais ce que je peux, mais en tout cas, eux, je savais que je les voyais agir. Et encore une fois, c'est pas faire le bien, d'ailleurs. C'est pas... Parce qu'il y a une façon parfaitement odieuse d'être évangélique, qui est la façon ostentatoire. Je connais de parfaits imbéciles, des êtres assez profondément méchants qui ont voué leur vie au bien. Oui, mais on en connaît tous. Mais alors, j'ai posé ma question autrement, Daniel Pénac. Ils le font de façon autoritaire et bornée et fermée, et avec toujours cette espèce de revendication de la réciprocité qui est dégoûtante. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que Dieu existe? Et ça ne vous regarde pas. Ah oui, ça ne me regarde vraiment pas. Vous savez ce que m'a dit Christian Bobin? Il me dit, écoutez, s'il persiste en vous disant que ça ne vous regarde pas, dites-vous quand même, Emmanuel, pour vous consoler, que quelqu'un qui parle si bien de l'être humain et de l'humain dans ses livres, il doit vous parler un petit peu de Dieu aussi. Non, mais ce que je veux dire quand je vous dis que ça ne vous regarde pas, c'est que dans ce domaine, maintenant je suis un vieux monsieur et j'ai vraiment éprouvé un très grand nombre de fois dans ma vie, et avec toutes les religions, que entre l'aveu d'une conviction religieuse et le demi-pas à franchir pour que cette conviction devienne un diktat prosélyte, il suffit d'un battement d'aile. Que je ne veux pas, même pas courir le risque. Je peux très bien être profondément athée, ça ne vous regarde pas. Je peux être on peut en discuter tranquillement. Ça ne vous regarde pas. Il n'est pas question de porter jugement. Ça fait ce demi-pas qui mène au prosélytisme dans tous les sens, que ce soit dans le sens de l'aveu d'un paganisme militant, a fait trop de morts. C'est aussi bête que ça. Trop de morts, trop de portes se ferment, trop de... Ça, je ne... Et y compris chez des tas de gens que je vois pratiquer leur religion. Je suis convaincu que chez nombre de chrétiens que j'ai vus vivre leur vie de façon obtuse, ils seraient les premiers à recrucifier le Christ comme le grand inquisiteur de Dostoïevski. Oui, vous avez un discours très dur. Quand même. Ah oui, absolument. Mais la légende du grand inquisiteur n'est pas une vue de l'esprit chez Ivan Karamazov. C'est extraordinairement lucide. En revanche, ceux que j'ai vus vivre évangéliquement avec la manière, ceux-là ne m'ont jamais cassé les pieds avec un discours religieux quel qu'il soit.
Bien, alors je ne vais pas insister. Pour la dernière question de l'émission, Daniel Pénac, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite immédiate, la suite plus lointaine aussi? Oh, vous savez, comme... une certaine cohérence, d'essayer de continuer à maintenir une certaine cohérence. Je sais pas. Mais est-ce que j'ai encore le temps de vous lire Oui, pardon, j'ai oublié la passage Clafetine. Oui, Jean-Marie sur la Laclaftine, littérature. pardon. Sur la littérature. Sur la littérature. Parce qu'on parle finalement assez peu de littérature quand on interviewe des écrivains. On veut savoir s'ils croient en Dieu, s'ils ont été des cancres, comment ils s'en sont remis. Alors, je m'en excuse, on en a tellement parlé au téléphone en préparant l'émission qu'effectivement, voilà, à l'émission, je passe autre chose. C'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Il y a une très jolie définition de la littérature dans ce livre Jean-Marie Laclaftine s'est trouvé à échanger une correspondance avec un auteur, Jean Lahougue, dont il avait refusé le roman. Et Lahougue s'est défendu, méthodiquement, en lui disant « Écoutez, je suis désolé, mais vous avez tort de refuser mon roman pour telle et telle raison. » Et Laclaftine lui a répondu. Et ça a donné ce très beau livre de correspondance, 20 lettres, intitulé « Écriverons et liserons », aux éditions Champvallon. Et à un moment donné, Laclaftine oppose à Lahougue, qui a une conception extrêmement rigoureuse, pour ne pas dire rigide, de la littérature, Laclaftine lui fait la description suivante de ce qu'il appelle la pension littéraire. Il dit « La pension littéraire est assez grande et biscornue pour loger tous ceux qui ont envie d'y vivre, n'est-ce pas ? Elle dispose de recoins sombres, de vastes galeries, de salons bourgeois et d'ateliers de peintres, de caves becquetiennes et de greniers gracchiens. Et les cloisons ne sont que des idées de cloisons. On peut y habiter seul ou en communauté, garder fenêtres ouvertes ou volets clos. On peut avoir des idées précises, voire des théories structurées sur la façon dont il est souhaitable que la maison soit habitée et entretenue, ou refuser de lire le règlement de copropriété. On peut vouloir la transformer en temple, en phare, en maison du peuple ou en club privé, bien que la porte d'entrée n'ait pas de serrure. En péage de douane ou en cabane de berger, en bibliothèque centrale ou en laboratoire. Il arrive que le tag... Ça en fait, un des passages à garder, c'est celui-ci. Il arrive que le tagueur de l'entresol se castagne avec l'oulipien du troisième, lequel a des envies de pendre le poète lyrique, selon lui indûment logé à l'étage noble, avec les tripes de l'auteur de best-seller que tout le monde déteste mais qui paie les notes de chauffage. Malgré cela, une même certitude habite tous les pensionnaires, celle que ni la municipalité, ni le syndic, ni le marché, ni la police des mœurs, ni l'archevêque, le rabbin ou l'imam, ni la pédagogie nationale, ni le grand conseil des familles, n'y ont le moindre droit de remontrance, suggestion, autorisation, sanction, admonestation, encouragement, consultation, juridiction. La pension est un territoire libéré, le seul, à vrai dire, de toute la cité. Ses portes sont ouvertes à tous et à tous les vents. On ne peut lui reprocher d'être un lieu de désordre, puisque c'est sa raison d'être. Merci infiniment, Daniel Pénac. Au revoir. Au revoir.